Alors, la réélection d'Emmanuel Macron en 2022, bon, c'était un événement, hein, surtout hors cohabitation. Oui, tout à fait. Mais aujourd'hui, on va pas refaire le match. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt le comment. Comment la com a joué, quoi. Exactement. On va donc explorer un peu les stratégies de communication de cette présidentielle en s'appuyant sur une analyse assez poussée, celle de l'agence Ganzer. Mhm. Et précisons-le tout de suite. Ici, on décrypte les techniques, on analyse. Pas de parti pris politique. Voilà. L'objectif, c'est vraiment de voir ce qui a changé, de dégager peut-être 5 grandes tendances, 5 leçons, si on veut, qui ont un peu bousculé les codes habituels de la com politique. Bonne idée. Alors la première leçon, et elle n'est pas des moindres, la marque perso a un peu tout écrasé. Ah oui, On a vraiment vu les candidats se construire une image presque comme des produits marketing en fait. c'est ça. Macron, c'était le protecteur, Le Pen jouait plus sur l'apaisement, Mélenchon en libérateur 3.0, un peu tech. Mhm. Zemmour, lui, c'était le prophète un peu sombre. C'était très marqué. Très défini, oui. Et à l'inverse, on a vu que pour d'autres, comme Pécresse ou Jadot, ça a été plus dur d'installer une image aussi claire. Ils ont eu du mal, ouais. Absolument. Et ce qui est intéressant, c'est la mécanique derrière ça. C'est presque de la sémiotique, en fait. Il faut que tout soit aligné. La vision, le récit, le mythe personnel, on pourrait dire, et puis l'esthétique. Le look, les photos, l'image, quoi. L'image reine, ouais. La photographe de Macron, Soisig de la Moissonnière, elle a eu un rôle énorme. Ah oui, on a beaucoup vu ces photos. Mais le relooking de Marine Le Pen aussi, très commenté. C'est cette idée de construire un masque politique, une sorte de personnage public. Et ça m'amène direct au deuxième point, l'image qui prend le pas sur le message. Les slogans. Franchement, Oh là, qui s'en souvient, hein? À part peut-être celui de Roussel, La France des jours heureux, qui était un peu différent. c'est vrai. Mais sinon, c'était assez fade. Par contre, les images fortes, parfois même un peu choc, Ah, ça oui. elles ont marqué. Zemmour avec son fusil ou son doigt d'honneur, mais aussi Le Pen sur Insta avec ses chats, une communication très visuelle, très proche des gens. C'est ce qu'on pourrait appeler l'instagramisation un peu de la politique. Hmm. Mais attention, tout le monde n'a pas maîtrisé ça aussi bien. Mélenchon, lui, a plutôt bien géré son image numérique. Pour Pécresse, par contre, certaines images ont été... euh, Assez contre-productive. oui, ça s'est retourné contre elle. Et paradoxalement, un truc vieux comme le Monde, l'affiche, ça reste hyper important. Le Pen sans son nom de famille, Macron devant la foule. C'est pas anodin comme choix. Ce sont des marqueurs forts, oui. Troisième tendance, alors, la scénarisation. On a eu l'impression de suivre une série télé, quoi. Tout à fait. Avec des personnages, des rebondissements. Le timing était crucial. Ce fameux kairos des Grecs, le bon moment pour agir. Exactement. Pensez à l'annonce de Zemmour, très mise en scène. Comparé à l'entrée de Macron, beaucoup plus tardive, très calculée. Oui, et même les formats, les mini-séries sur YouTube, comme celle de Macron, Le Candidat. Ah oui, c'est vrai. Et toute cette logique de scénario, de storytelling, ça vise à quoi? À garder l'attention, qui est devenue très volatile. Faut créer du suspense, maintenir l'intérêt. Comme pour une série Netflix, en fait. Exactement. Et même le design s'en inspire. Le logo meut la France de Le Pen. Ça fait penser à ces plateformes. Et à côté de ça, on voit bien que les émissions politiques traditionnelles un peu austères, Elle patine un peu. elles perdent de l'audience, oui. Ça paraît presque dépassé face à cette narration plus dynamique. Et qui dit série dit souvent spectacle et même clash. Quatrième leçon, l'ère du conflit. Hmm, Le débat d'idées a souvent laissé place à l'affrontement de personnes. On parle même de populisation. L'intime s'expose, Zemmour dans Paris Match, par exemple. oui, la frontière devient floue. Et le langage aussi, il s'est durci. Macron et son «emmerder les non-vaccinés», le geste de Zemmour, il y a eu des émissions qui ont surfé là-dessus, sur ce côté affrontement direct. Oui, et les réseaux sociaux, évidemment, hein, Twitter en particulier, ça amplifie tout ça, ça met de l'huile sur le feu. Les conseillers en com, les spin doctors, certains les appellent les ingénieurs du chaos. C'est parlant. Mais il faut quand même nuancer pour 2022. Le grand clash qu'on attendait tous, il n'a pas vraiment eu lieu. Ah bon, hein? Pourquoi? Il y a eu le contexte international, l'Ukraine, la stratégie de Macron aussi qui a évité certains débats, pas de débat au premier tour. Tout ça a plutôt mené à une forme de désintérêt relatif. Les audiences des débats télé ont baissé d'ailleurs. D'accord, donc une tendance au clash, mais freinée par le contexte. Intéressant. Et la cinquième et dernière tendance, La tribalisation et le poids de l'influence. la tribalisation. C'est-à-dire, L'idée de créer des communautés très soudées, très engagées autour d'un candidat.
notamment via les réseaux sociaux. Chaque candidat a sa tribu en quelque sorte. Ah oui, je vois. TikTok, par exemple, ça a été important pour certains, non? Mélenchon, La Salle. Exactement. Ils ont su utiliser ces nouvelles plateformes. Et puis, il y a ce phénomène d'influenceurisation. C'est-à-dire que les politiques deviennent des influenceurs. Un peu, oui. Ils adoptent les codes des influenceurs. Et inversement, des influenceurs s'invitent en politique. On a vu Magali Garda, McFly et Carlito à l'Élysée. Oui, c'est vrai. Et derrière ça, il y a le rôle des algorithmes, qui nous enferment un peu dans nos bulles d'infos. Le marketing joue à fond sur l'émotionnel. Les chats de Le Pen, c'est un exemple tout bête, mais ça marche. Et on observe une sorte de snackisation du politique. L'appli Élise, façon Tinder, c'était symptomatique. On choisit vite, à l'affect, plus qu'après une longue réflexion. Le candidat devient une sorte de totem. Un totem. Oui, au sens sociologique, comme chez Durkheim, un symbole qui rassemble sa tribu, qui crée du lien affectif fort. D'accord, je vois. Donc voilà, en résumé, la marque perso d'abord, l'image reine, la campagne vue comme une série, la culture du clash, même si nuancée, et enfin, la force des tribus numériques et de l'influence. Ça dessine quand même un paysage assez nouveau pour la com politique. Absolument. Et ça laisse une question en suspens. Une question que soulève d'ailleurs l'analyse. Si la communication politique emprunte de plus en plus au marketing, au divertissement, à l'influence, qu'est-ce que ça implique, à terme, pour la substance du débat démocratique? Pour sa vitalité, C'est toute la question. on laisse ça ouvert. Pour la fiction.